Tu crois que tes secrets sont planqués derrière ton sourire, derrière tes excuses, derrière ton foutu, tout va bien. Tu te trompes. Ce qui te trahit, ce n'est pas ta voix. Ce sont tes habitudes silencieuses, ces petits gestes, minuscules, presque invisibles, que tu crois anodins. Mais eux, ce sont tes empreintes digitales psychologiques. Ils parlent plus fort que tes mots, plus fort que tes diplômes, plus fort que ton image Instagram. Aujourd'hui, on va déchirer le masque. On va regarder en face les 17 habitudes silencieuses qui révèlent qui tu es vraiment. Et ce que tu caches depuis toujours. Ça va déranger, ça va piquer. Mais si tu veux la vérité, il va falloir encaisser. Le silence autour de toi. Le silence, c'est le détecteur de mensonges le plus implacable. Quand tout se tait, ton vrai visage surgit. Observe bien. Certains ne tiennent pas 2 secondes. Ils attrapent leur téléphone comme un doudou, scrollent, se perdent dans le vide numérique. D'autres parlent pour ne rien dire, juste pour combler le trou, comme si le silence allait les avaler vivants. Et puis il y a ceux qui gigotent, qui s'agitent, qui toussent, incapables d'affronter la vérité brute de leur propre tête. Tu veux savoir ce que ça dit ? Ça dit qu'ils sont prisonniers, prisonniers de leur mental, prisonniers de leur peur d'eux-mêmes. Leur cerveau est une cellule, et ils en sont les détenus consentants. Mais regarde bien les rares, ceux qui s'asseyent dans le silence et qui ne bougent pas. Leur souffle est calme, leurs yeux clairs, leur colonne droite comme une lame. Ils ne subissent pas le silence, ils le possèdent, ils transforment le vide en présence. Et crois-moi, quand tu es à côté d'eux, tu le sens, ça t'écrase, ça t'inquiète, ça t'attire. Toi, tu crois que tu te tais, mais en vérité, tu hurles ta peur, tu hurles ta solitude, ou tu hurles ta force. Voilà la première gifle, ton silence raconte déjà ton histoire entière. La manière dont tu attends. Attendre, voilà le test que personne ne veut passer, parce qu'attendre, c'est être nu. C'est ton vrai caractère qui transparaît quand le temps s'allonge et que tu n'as aucun contrôle. Regarde autour de toi, dans une file d'attente, à un arrêt de bus, dans une salle d'attente de médecin. Certains ne tiennent pas 10 secondes sans s'agiter. Ils tapotent du pied comme des prisonniers. Ils regardent leur montre toutes les 2 minutes. Ils maudissent l'univers parce que ça traîne. Leur impatience crie la vérité. Ils sont esclaves du temps, incapables de le dompter. Les autres se réfugient dans les distractions. Ils sortent leur téléphone, ils scrollent, ils jouent, ils s'injectent des miettes de dopamine pour tuer l'attente. Mais tu sais ce que ça révèle ? Pas de la productivité, pas de l'efficacité, mais une incapacité radicale à rester face à eux-mêmes. Ces gens-là fuient, ils ne supportent pas ça le vide. Et puis, il y a les rares, ceux qui attendent comme des rois. Ils ne s'agitent pas, ils respirent, ils observent, ils transforment le temps mort en terrain de chasse. Leur calme n'est pas passif, c'est une arme. Le silence devient leur champ de force. Tu peux presque sentir autour d'eux une bulle de puissance tranquille. Eux ne subissent pas l'attente, ils la façonnent. Tu veux savoir qui tu es ? Regarde comment tu attends. Est-ce que tu frémis ? Est-ce que tu fuis ? Ou est-ce que tu transformes le temps en allié ? Parce que l'attente n'est pas un vide, c'est un miroir. Et si tu le supportes pas, ce n'est pas le temps qui est ton ennemi, c'est toi. Tes premières secondes du matin. Le matin, c'est ton jugement dernier. Pas demain, pas ce soir, pas dans un mois. Non, dans les 5 premières secondes après ton réveil, ton âme se met à nu. Tu ouvres les yeux et là, 2 routes s'offrent à toi. La première, tu saisis ton téléphone. Tu donnes ta liberté à une machine avant même de poser un pied par terre. Tu scrolles, tu compares, tu jalouses, tu consommes. Tu crois que c'est anodin ? Non, c'est un acte de soumission. Tu commences ta journée en esclave. La deuxième route, tu respires, tu te redresses, tu prends un instant pour toi. Pas pour le monde, pas pour les notifications, pas pour les fantômes numériques. Pour toi, ce choix-là, minuscule en apparence, change tout, parce qu'il dit « Je commande ma journée, elle ne me commande pas.
La vérité, c'est que tes rituels matinaux sont des aveux. Celui qui saute du lit pour foncer vers une routine claire envoie un message. Je suis mon propre maître. Celui qui s'enfonce dans le matelas et se dit « encore 5 minutes » dit tout l'inverse. Je suis une victime de mon confort. Nietzsche aurait ri de voir l'humanité commencer ses journées avec un pouce fatigué qui glisse sur un écran. Il aurait dit « voilà la nouvelle religion, le temple de la distraction ». Et il aurait raison. Alors demande-toi, chaque matin, tu veux être le prêtre de ta propre puissance ou l'esclave docile de ton écran? Parce que ta première action chaque jour, c'est ton véritable serment d'allégeance. Et la question brutale, la seule qui compte, à qui jures-tu fidélité au réveil? Tes silences dans la conversation. Rien n'expose plus vite un être humain qu'un silence. Pas le silence de la solitude. Non, le silence entre deux phrases. Quand quelqu'un vient de parler et que tous les regards tombent sur toi. La plupart des gens paniquent. Ils comblent le vide avec des mots creux, des blagues forcées, des phrases qui ne servent qu'à meubler. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas l'attention. Ils ont peur de l'œil des autres. Ils ont peur que leur vide se voie. Alors ils bavardent comme des enfants pris en faute. Mais ceux qui savent, ceux-là transforment le silence en arme. Ils ne parlent pas. Ils laissent le vide se charger comme un orage. Ils fixent, ils attendent. Et dans ce silence, ils imposent une présence qui écrase. Parce qu'un silence tenu avec assurance vaut plus qu'un discours de 20 minutes. Nietzsche disait que la profondeur aime se cacher. Le silence, c'est ça. La profondeur qui refuse de se travestir en bruit. Pose-toi la question. Que dit ton silence? Est-ce qu'il crie ta nervosité, ton besoin d'approbation, ta peur d'être oublié? Ou bien est-ce qu'il dit ta solidité, ta confiance, ton mépris du vide? Regarde les dirigeants, les grands orateurs, les gens qui t'impressionnent. Ils parlent, oui, mais surtout, ils savent se taire. Et ce silence-là, tendu comme une corde, t'attrape à la gorge. Toi, quand tu te tais, est-ce que tu disparais ou est-ce que tu deviens inoubliable? Parce qu'au fond, il n'y a pas de silence neutre. Chaque pause que tu laisses dans une conversation est un aveu brutal de qui tu es. Ton regard dans le miroir. Regarder un miroir, ce n'est pas vérifier ta coiffure. C'est un procès. Chaque matin, chaque soir, tu passes en jugement. Et le juge, c'est toi. Mais soyons honnêtes, la plupart des gens ne se regardent pas. Ils se scrutent à moitié. Ils fuient leur propre reflet. Ils cherchent une mèche rebelle, une imperfection et de peau, mais jamais l'essentiel. Parce que l'essentiel fait peur. Quand tu croises ton regard, qu'est-ce que tu vois? Certains y lisent de la fatigue, du renoncement, un vide triste qu'ils maquillent sous des couches d'artifice. D'autres n'osent pas fixer trop longtemps, parce qu'ils savent que leurs yeux raconteraient tout. Les mensonges avalés, les excuses répétées, les promesses jamais tenues. Et puis, il y a les rares, les fous magnifiques, qui se plantent devant le miroir comme devant un adversaire. Leur regard ne tremble pas. Ils ne cherchent pas une illusion rassurante. Ils cherchent la vérité nue. Parfois, elle fait mal. Mais ce mal-là, c'est une forge. Chaque fissure dans ce reflet devient une arme, un rappel, un carburant. Nietzsche aurait craché sur ceux qui s'évitaient eux-mêmes. Il aurait dit « Comment prétendre changer le monde si tu ne supportes pas ton propre visage ?» Alors pose-toi la question. Es-tu capable de soutenir ton regard, sans filtre, sans détour? Ou est-ce que tu détournes les yeux, comme un voleur qui fuit la scène du crime? Parce que ton miroir, c'est ton tribunal secret. Et ton reflet, c'est le verdict. Et si tu n'aimes pas ce que tu vois, sache une chose, ce n'est pas le miroir qui ment. Tes petites excuses. Les excuses, ce sont les cailloux invisibles qui remplissent tes poches. Et chaque fois que tu te dis « je n'ai pas le temps, ce n'est pas le bon moment, je verrai demain », tu t'enfonces un peu plus dans le sable mouvant. Ne te mens pas. Tes excuses ne sont pas des justifications,
ce sont des aveux. Chaque excuse est une pancarte fluorescente qui criait « J'ai peur, je n'ose pas, je préfère inventer une histoire plutôt que de m'affronter. » Regarde les gens autour de toi. Certains sont devenus des collectionneurs de prétextes. Ils ont une excuse pour chaque situation, comme un tour de magie raté. Mais à force de se protéger derrière ce bouclier de carton, ils finissent par disparaître. Parce qu'une excuse, ça ne protège pas, ça étouffe. Nietzsche aurait dit que les excuses sont des mensonges que tu adresses à toi-même avec politesse. Mais la politesse ne change rien. Un mensonge reste un poison. Et toi, écoute bien la musique de tes propres mots. Quand tu dis « peut-être »,« plus tard »,« je ne suis pas prêt », tu n'adoucis pas la réalité. Tu t'enterres vivant. Tu signes ton abandon. Mais il existe une minorité. Ceux qui tuent leurs excuses dans l'œuf. Ils disent « oui » ou ils disent « non ». Pas de zone grise, pas de flou. Leur vie avance parce qu'ils refusent de s'embrouiller dans des récits mous. Pose-toi la question. Ton langage est-il une arme ou une couverture? Parce que les excuses sont les draps sous lesquels tu caches ton cadavre d'ambition. Et chaque fois que tu en prononces une, tu creuses ta propre tombe à la petite cuillère. Ton repas en solitaire, manger seul, c'est ton moment de vérité. Parce qu'il n'y a plus de spectateurs, plus de mise en scène, plus de faux semblants. Juste toi, ton assiette, et la manière dont tu traites ton propre corps. La plupart se comportent comme des fantômes. Ils engloutissent leur repas devant un écran, hypnotisés, incapables de savourer la moindre bouchée. Ils mâchent mécaniquement, comme des machines, et appellent Tessali se détendre. Mais ce n'est pas de la détente, c'est de la fuite. Ils ne mangent pas, ils se consument. D'autres transforment la nourriture en punition. Ils avalent trop vite, trop gras, trop sucré, comme pour étouffer un vide qu'ils refusent d'affronter. Leur fourchette n'est pas un outil, c'est une seringue. Chaque bouchée est une dose d'anesthésiant. Et puis il y a ceux, rares, intenses, qui mangent en présence totale. Pas par snobisme, pas par healthy lifestyle, non, parce qu'ils ont compris que la manière dont tu nourris ton corps est la métaphore exacte de la manière dont tu nourris ta vie. Ils mangent lentement, conscients, comme des guerriers qui aiguisent leur lame. Chaque repas devient un rituel de puissance, pas une fuite. Regarde-toi, quand tu manges seul, es-tu un roi qui s'accorde à son banquet, ou un prisonnier qui avale sa ration en silence? Nietzsche aurait dit « Dis-moi ce que tu fais dans l'ombre, je te dirai qui tu es. » Et tes repas solitaires, ce sont tes ombres les plus bavardes. Parce que ce n'est pas ce que tu manges qui te définit, c'est comment tu manges. Et là, aucune excuse ne tient. Ton assiette est ton miroir. Et parfois, ce miroir raconte une histoire plus brutale que toutes les confessions. Ton téléphone est tes doigts. Ton téléphone est ton autel. Tu ne veux pas l'admettre, mais chaque fois que tes doigts glissent dessus comme sur une peau sacrée, tu révèles ta vraie religion. Certains le tiennent comme une prothèse. Ils ne marchent pas, ils ne respirent pas, sans vérifier l'écran toutes les 30 secondes. Leurs pouces sont devenus des esclaves. Ils croient posséder un outil, mais en vérité, c'est eux l'outil. Chaque geste de leurs doigts est une prière offerte au Dieu de la distraction. D'autres l'empoignent nerveusement, comme s'ils craignaient de le perdre, comme un enfant cramponné à sa peluche. Regarde leurs mains. Elles tremblent parfois avant d'ouvrir une appli. C'est ça, la dépendance nue, la drogue moderne. Pas de poudre blanche, pas d'aiguille, juste une lumière bleue qui dresse les foules plus efficacement qu'une armée. Et puis il y a les rares, ceux qui prennent leur téléphone comme un marteau, pas pour se perdre, mais pour construire. Ils l'utilisent, ils le posent, ils s'en détachent. Leurs doigts ne sont pas prisonniers de l'écran, ce sont des commandants qui décident quand la machine a droit de servir. Nietzsche aurait éclaté de rire devant cette humanité hypnotisée par des rectangles lumineux. Il aurait dit « Voilà l'esclavage volontaire, le plus parfait jamais inventé. » Alors demande-toi, quand tes doigts touchent ton téléphone, qui commande qui? Toi ou la machine? Parce que tes gestes révèlent ta vérité. Et si tu crois que personne ne le voit, détrompe-toi. Tes doigts parlent plus fort que tes lèvres, et leur langage est brutal. Soit tu es maître,
soit tu es mendiant. Tes gestes dans l'ombre. Observe-toi quand tu crois que personne ne regarde. Là, tu es nu, plus de rôle social, plus de mise en scène. Juste toi et tes gestes bruts. Tu te ronges les ongles? Ce n'est pas une manie, c'est un aveu de guerre intérieure. Tes dents déchirent tes propres doigts, comme si tu voulais gratter ton anxiété à même la peau. Tu secoues ton pied sous la table, ce n'est pas de l'énergie. C'est ta peur qui fuit par ton talon. Tu te grattes, tu te frottes, tu tripotes ton visage sans raison. C'est ton corps qui crie « Je n'arrive pas à contenir ce que je cache ». Ces micro-gestes sont des fissures dans ton armure. Tu penses qu'ils passent inaperçus? Faux. Les autres les captent, même inconsciemment. Et ils traduisent, ils lisent. Ils savent que tu es nerveux, fragile, instable. Mais il existe l'inverse. Ceux qui, dans l'ombre, sont immobiles. Pas figés, pas raides, juste, alignés. Leurs mains ne s'agitent pas, leur respiration ne se trahit pas. Ils n'ont pas besoin de s'occuper pour se rassurer. Leur silence gestuel est une déclaration. Je ne crains pas mes propres ombres. Nietzsche aurait dit que nos gestes secrets sont les seuls vrais poèmes que nous écrivons. Et c'est vrai, parce qu'ils ne sont pas filtrés, pas déguisés, pas contrôlés. Alors regarde-toi, pas dans la glace, pas devant les autres. Regarde-toi dans tes mouvements invisibles, ceux que tu fais seul dans une pièce. Ces gestes-là sont tes confessions silencieuses. Et parfois, ils en disent plus long que tous tes discours publics. Parce que dans l'ombre, tu n'as plus d'alibi. Tu n'as que la vérité nue. Tes portes. Regarde bien comment tu fermes une porte. Ça paraît banal, mais c'est un code secret. Certains la claquent. Pas par autorité, mais par colère contenue. Chaque claquement dit « Je ne maîtrise rien, alors je frappe le bois pour me donner l'illusion d'exister ». Leur porte est leur exutoire, pas leur pouvoir. D'autres la ferment doucement, trop doucement, comme s'ils s'excusaient auprès de l'air. Leurs mains tremblent, leurs gestes hésitent, leur énergie fuit. Ces gens-là ont peur de déranger même le silence. Et crois-moi, quand t'as peur de déranger une porte, tu passes ta vie entière à demander pardon d'exister. Mais il y a aussi les rares, ceux qui ferment une porte avec décision. Ni brutalité, ni mollesse. Un geste net, précis, final, comme un point à la fin d'une phrase. Ces gens-là savent clore, ils savent dire « Ici s'arrête ce qui doit s'arrêter ». Leur porte est un verdict, pas un accident. Nietzsche aurait adoré cette métaphore. Parce que fermer une porte, c'est plus qu'un mouvement. C'est une déclaration existentielle. Comment tu fermes une porte, c'est comment tu fermes tes chapitres de vie. Tu les claques comme un gamin capricieux. Tu les laisses entr'ouverts, incapables de couper. Ou tu les refermes avec une dignité glaciale, prêt à ne jamais revenir en arrière. La vérité est brutale. Chaque poignée que tu touches est un miroir de ton âme. Et chaque porte que tu laisses entr'ouverte crie ton incapacité à choisir. Alors, dis-moi, quand tu fermes une porte, est-ce un accident de geste ou une sentence irrévocable? Tes mots parasites. Écoute-toi parler. Pas le contenu, pas les grandes phrases que tu prépares dans ta tête. Non, les petits morceaux qui s'échappent sans que tu t'en rendes compte. Les genres, les tu vois, les peut-être. Ces miettes de langage sont les véritables aveux. Chaque mot parasite est une fissure dans ton armure verbale. Tu crois qu'ils passent inaperçus. Faux. Ils révèlent ton hésitation, ton besoin d'approbation, ta peur du vide. Ils sont la sueur de ton inconscient. Regarde quelqu'un qui parle avec ses béquilles verbales à chaque phrase. Il n'affirme rien. Il se cherche des appuis. Il a besoin de combler le silence parce qu'il ne supporte pas que sa parole pèse seule. Alors il la dilue. Résultat, personne ne l'écoute vraiment. Et puis regarde les autres, les rares. Ils parlent net, pas plus fort, pas plus vite, mais clair. Leurs phrases ne se noient pas dans des remplissages mous. Elles tranchent. Chaque mot est choisi comme une balle dans le chargeur. Ils savent que le silence entre les phrases vaut parfois plus que 1000 mots. Nietzsche aurait dit « Malheur à celui qui dévalue ses propres mots ».
car il se dévalue lui-même. Et il aurait raison, parce qu'un langage affaibli, c'est une pensée affaiblie. Alors pose-toi la question, ton vocabulaire est-il une arme ou un filet troué? Est-ce que tes mots bâtissent un tien mur ou est-ce qu'ils suintent comme de l'eau entre tes doigts? La vérité est simple, on ne se cache pas derrière ces mots, on se révèle. Et si tes phrases sont pleines de parasites, alors c'est toi le parasite de ta propre vérité. Tes réponses aux demandes. Rien ne démasque plus vite un être humain que la façon dont il répond à une demande. Tu dis « oui » trop vite. Tu n'as pas dit « oui ». Tu as dit « j'ai peur de déplaire, j'ai besoin de ton approbation plus que de ma propre vérité ». Tu dis « peut-être » ou « on verra ». Tu n'as pas dit « peut-être ». Tu as dit « je n'ai pas le courage de dire non, alors je me cache derrière une fuite polie ». Et quand tu dis « non », ah là tout le monde écoute. Parce qu'un vrai non est plus rare qu'un diamant. La plupart des gens vendent leur temps, leur énergie, leur intégrité pour éviter un malaise de 3 secondes. Ils se plient, ils cèdent, ils s'effacent, et à force de céder, ils s'effritent. Leur oui ne vaut plus rien parce qu'il n'est pas choisi, il est arraché par la peur. Et puis il y a les autres, les rares, ceux qui disent non avec une clarté glaciale, pas agressive, pas théâtrale, simple, définitive. Leur non ferme des portes, mais leur oui devient sacré. Quand ils acceptent, ça a du poids, parce que tu sais qu'ils n'ont pas dit oui par faiblesse, mais par choix. Nietzsche aurait craché sur cette époque où les gens confondent gentillesse et soumission. Il aurait dit « Celui qui ne sait pas refuser se renie chaque jour. » Alors, demande-toi, quand on t'approche, est-ce que tes lèvres répondent gai? Ou est-ce que ta peur répond à ta place? Parce qu'au fond, chaque oui et chaque non est une signature. Et toi, tu signes quoi? Un acte de force ou un aveu de faiblesse? Ton souffle sous pression. Le souffle est le langage brut de ton corps. Pas celui que tu apprends, pas celui que tu maquilles. Non, celui qui jaillit quand la pression monte. Observe-toi. Quand le stress arrive, est-ce que ton souffle se coupe? Est-ce que tu respires court, haché, comme un animal traqué? Si oui, tu viens de révéler ton secret. Tu n'es pas maître de toi. Ton corps t'a trahi avant que ta bouche ne dise un mot. Beaucoup vivent comme ça, en apnée permanente, toujours en train de retenir, d'attendre le prochain coup. Ils pensent avancer, mais en vérité, ils s'asphyxient. Leur respiration est une confession. Je subis, je me défends, je plie. Et puis, il y a les autres. Ceux qui respirent profondément même quand la tempête hurle. Leur souffle est régulier, calme, presque insolent. Ce calme n'est pas naturel. Il est forgé. Ils l'ont travaillé, sculpté, domestiqué. Quand leur cœur veut s'emballer, ils imposent leur rythme. Et soudain, le stress devient impuissant. Nietzsche aurait vu dans la respiration une métaphore parfaite. Celui qui respire court pense petit, celui qui respire large pense grand. Parce qu'au fond, ta respiration dit ton rapport au monde. Elle dit si tu es un jouet bousculé par les événements ou un roc qui reste stable au milieu du chaos. Alors écoute-toi maintenant. Inspire, expire. Est-ce que tu sens un filet fragile ou une vague qui emplit la pièce? Ton souffle est ton drapeau. Et si ton souffle tremble, c'est toute ta vie qui vacille. Tes rituels de nuit. La nuit ne ment jamais. Quand tu éteins les lumières, quand les masques tombent, quand la fatigue ronge tes défenses, ce que tu fais avant de dormir est ton aveu le plus cru. Et certains s'effondrent, téléphone collé au visage, engloutis par le flux infini des écrans. Ils appellent ça se détendre, mais ce n'est pas de la détente, c'est une anesthésie. Ils s'endorment drogués par la lumière bleue, comme des esclaves qui s'attachent eux-mêmes à leur chaîne avant de fermer les yeux. D'autres s'éparpillent, un peu de grignotage, un peu de série, un peu de tout et de rien. Leur nuit n'est pas un repos, c'est une fuite.
Et le matin, ils se demandent pourquoi ils se réveillent en est déjà brisé. Réponse simple, ils ont sacrifié leur puissance sur l'autel du chaos. Et puis, il y a les autres, ceux qui transforment la nuit en rituel, pas forcément avec des bougies ou du yoga. Non, avec une décision claire, un carnet, une lecture, un silence choisi. Ils ferment leur journée comme on ferme un livre, avec un point final, pas une virgule. Leur sommeil n'est pas une évasion, c'est une recharge, et ça change tout. Nietzsche aurait dit « Dis-moi comment tu dors, je te dirai comment tu vis. » Parce que le sommeil n'est pas l'opposé de la vie, c'est la preuve de ta relation avec elle. Alors demande-toi, quand tu t'allonges le soir, es-tu un roi qui ferme ses yeux comme on ferme un temple, ou un fugitif qui s'écroule dans une cellule imaginaire? Parce que ton dernier geste avant le sommeil, c'est ton testament quotidien. L'art d'écouter. Écouter, c'est l'arme la plus sous-estimée de l'humanité. Tout le monde prétend savoir le faire. En réalité, presque personne n'écoute. La majorité attend simplement son tour pour parler. Leur oreille n'est qu'un sas, une pause obligatoire avant leur prochain monologue. Regarde bien, quand quelqu'un parle, est-ce que tu absorbes ses mots ou est-ce que tu construis déjà ta réponse dans ta tête? Si c'est la deuxième option, tu n'écoutes pas, tu combats, tu es en duel permanent, incapable de baisser la garde. Ton oreille n'est pas une ouverture, c'est un bouclier, et ça se voit. Ton regard se disperse, ton visage trahit l'impatience, tes gestes révèlent que tu n'es pas là. Tu ne respectes pas la parole de l'autre. Pire, tu ne respectes pas ton propre silence. Mais il y a les autres, les rares, ceux qui écoutent comme on lit une prophétie. Leur regard est fixe, leur corps immobile, leur présence totale. Ils ne préparent pas une réponse. Ils laissent les mots pénétrer, résonner, s'inscrire. Et quand ils parlent enfin, une seule phrase suffit, car leur parole naît d'une véritable écoute. Nietzsche aurait dit « Celui qui ne sait pas se taire n'a rien à dire ». Et il avait raison. Écouter, ce n'est pas se taire par politesse, c'est sculpter ton silence pour que les mots de l'autre trouvent un écho. Alors pose-toi la question, quand quelqu'un te parle, es-tu un tombeau vide ou un miroir qui renvoie la vérité amplifiée? Parce qu'au fond, ta manière d'écouter dit plus de choses sur toi que tout ce que tu pourrais répondre. Tes pas en solitaire. Ta démarche, c'est ton autobiographie écrite sur l'asphalte. Chaque pas raconte une vérité que ta bouche n'osera jamais prononcer. Regarde ceux qui traînent les pieds. Leur corps pèse une tonne. Leurs pas sont des soupirs. Chaque mouvement dit « je subis ». Je transporte un fardeau invisible. Je ne choisis pas où j'avance, je me laisse pousser par le vent. Ces pas-là, ce sont des prières de résignation. D'autres marchent vite, trop vite, comme si la terre brûlait sous leurs semelles. Ce n'est pas de l'efficacité, c'est de la fuite. Ils ne marchent pas vers quelque chose, ils fuient quelque chose. Leur vitesse crie la peur de rester seuls avec eux-mêmes. Et puis il y a ceux qui avancent avec une présence animale. Leur démarche n'est pas pressée, elle n'est pas lourde, elle est décidée. Chaque pas résonne comme une signature. Ils ne traversent pas la rue, ils la possèdent. Même sans parler, même sans regarder personne, tu sens leur densité. Nietzsche aurait dit « Montre-moi ta démarche, et je n'ai pas besoin de tes mots. Parce qu'un corps ne ment jamais. Ton pas, c'est la vérité nue. Alors regarde-toi quand tu marches seul. Est-ce que tu disparais dans la foule comme une ombre sans consistance? Est-ce que tu t'agites pour donner l'illusion d'un but? Ou est-ce que tu avances avec la certitude de celui qui a choisi sa route? Parce qu'au fond, il n'existe que deux types de pas, ceux qui s'excusent de marcher et ceux qui déclarent au monde « Je suis ici ». Ton rapport à l'attente. Attendre, c'est la radiographie de ton âme. Pas besoin de tests psychologiques, pas besoin d'interview. Mets pas quelqu'un dans une file d'attente et tu verras qui il est, vraiment. La plupart suffoquent. Ils tapotent du pied,
consultent leur téléphone toutes les 30 secondes, jurent en silence contre le temps. Leur corps transpire l'impatience. Ils croient que ça montre leur ambition. Faux. Ça montre leur faiblesse. Ils ne dominent pas le temps. Ils en sont les prisonniers. D'autres se réfugient dans la distraction. Écran, musique, bavardage, futile. Tout est bon pour anesthésier le vide. Mais à chaque fois qu'ils s'échappent ainsi, ils confessent une incapacité plus profonde. Rester seuls avec eux-mêmes. Ces gens-là ne savent pas attendre, parce qu'ils ne savent pas exister sans divertissement. Et puis il y a les autres, les rares, ceux qui transforment l'attente en terrain de jeu. Ils s'installent dans le silence, observent, respirent, réfléchissent. Ils utilisent chaque seconde comme un outil, pas comme une torture. Leur calme est une déclaration. Le temps ne me consomme pas, c'est moi qui l'avale. Nietzsche aurait dit « Celui qui a un pourquoi supporte n'importe quel comment ». L'attente est ce comment. Si tu as un but, tu patientes avec force. Si tu n'en as pas, tu imploses. Alors, regarde-toi la prochaine fois que tu attends. Es-tu l'esclave nerveux d'une horloge qui te fouette? Ou es-tu le maître tranquille qui transforme chaque minute en ressource? Parce qu'au fond, il n'y a pas de perte de temps. Il y a seulement des gens qui se perdent eux-mêmes pendant que le temps fait son œuvre. L'apothéose. Voilà. 17 habitudes silencieuses. 17 miroirs que tu aurais préféré éviter. Et maintenant, tu pourrais te dire que ce n'était qu'une liste, un divertissement de plus dans ton océan de contenu. Mais non, tu le sens, ce texte ne voulait pas t'informer. Il voulait t'arracher un masque. Parce que ces gestes minuscules, ta démarche, ton souffle, ton téléphone, tes excuses, tes repas, tes attentes, ne sont pas des détails, ce sont tes aveux. Chaque mouvement, chaque silence, chaque micro-rituel hurle ta vérité plus fort que n'importe quel discours. Le monde croit que l'identité se construit dans les grandes décisions. Mensonge. Elle se sculpte dans tes réflexes, tes automatismes, tes gestes que personne ne remarque. Là, tu es pur. Là, tu es nu. Là, tu es authentique. Ou tu es déjà mort. Tu peux continuer à dire que ce n'est pas grave. Que tout le monde ronge ses ongles, claque ses portes, remplit ses phrases de « mais chaque fois que tu banalises, tu creuses ta tombe. Parce que la vérité, c'est que ces habitudes ne sont pas neutres. Elles t'exposent, elles trahissent ce que tu caches, elles hurlent ce que tu refuses de dire. Et voici le twist final. Tu ne peux plus faire marche arrière. Maintenant que tu as lu, maintenant que tu as vu, tu ne pourras plus ignorer. Tu vas t'observer, tu vas remarquer, et chaque geste deviendra un rappel brutal. Tu mens ou tu es vrai, tu dors ou tu vis, alors choisis. Continue à marcher comme une ombre, à respirer comme une proie, à parler comme un mendiant, ou bien redresse-toi. Décide que chaque habitude, même la plus minuscule, sera un acte de souveraineté. Parce qu'au fond, tu le sais, l'éternité ne se cache pas dans des monuments ou des victoires grandioses. Elle se cache dans la manière dont tu bois ton café, ferme ta porte, respire ton air. Et si tu maîtrises l'infime, alors, seulement alors, tu deviens immense.